Bonjour, nous voici donc là pour la quatrième table ronde. Quatrième table ronde, oui. Troisième. Voilà. Enfin, en tout cas, la dernière table ronde. Voilà. Qui s'appelle de l'écriture à la scène. Avec 4 metteurs en scène, une metteur en scène, 2 metteurs en scène, qui ont pour caractéristique de s'appuyer sur des textes dans leur travail de mise en scène. De ne faire, je crois avoir compris quand même que ça, ou principalement ça. En tout cas, c'est un parti pris chez les trois. Avec peut-être des différences. En tout cas, pour chacun, chacune, c'est le primat du texte. C'est cette chose-là, vous sentez bien, qui est le fil rouge de notre week-end. Et si on a entendu des écrivains, il était important de comprendre comment, pourquoi certains metteurs en scène affirment la nécessité du texte. Aujourd'hui, dans un contexte où le texte n'est pas toujours en odeur de sainteté dans tous les théâtres, où il y a un contexte parfois se veut normatif, celui de l'écriture de plateau par exemple, mais pas que. Alors, on a 3 profils un peu différents. Mirabel Rousseau, donc, qui écrit dans la première ligne de sa présentation, je crois que j'ai lu sur ton petit site, le texte et sa dramaturgie sont au centre de son travail de mise en scène. Elle parle d'elle, aux troisième personne. Donc c'est clair, le texte et la dramaturgie sont au centre. Et d'ailleurs, quand je t'ai appelé pour te demander de venir là, j'ai dit, tu mets en scène des textes contemporains. Non, elle a dit, je ne mets pas en scène de textes contemporains, tu m'as dit. Mais les textes, voilà, on parlera. Tu mets effectivement en scène des textes plutôt des manifestes, des textes venant de tous horizons, des textes spirites. Tu as mis en scène des textes comme Jean-Pierre Manchette aussi, Jean-Patrick Manchette. Jean-Patrick Manchette. Des romans, des manifestes, des conférences. Voilà. William Burroughs, Brecht, Louise Michel, Mallarmé, on en parlait tout à l'heure, Darcos, Jelinek, Raymond Roussel, voilà. Une palette d'écriture dont certaines n'ont rien à voir, a priori, avec la scène. En tout cas, et tu définis le plateau comme un laboratoire d'expérimentation scénique à partir des textes. C'est ce que tu as écrit. Voilà, donc c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu donc Scum, ton dernier spectacle, et d'ailleurs, c'est un manifeste, celui de Solanas, et tu distribues le texte aux spectateurs. Et on a le texte quand on entre dans la salle. Un texte mis en page particulièrement, mais le texte est là. Donc, le spectacle, enfin, en tout cas la prestation faite par la comédienne Sarah Chaumette, est incroyable, extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a un texte et on a une performance scénique incroyable. En tout cas, voilà, avec un corps, une voix et un plateau. Ensuite, Sébastien Deray, à côté, avec ses lunettes. Tu as été acteur avant, donc tu as un peu avec Marc-François, c'est ça? Donc tu as un rapport aussi, on en parlait aussi, c'est quand même un rapport particulier au texte et au plateau. Tu as été aussi acteur-adaptateur de, par exemple, Le Pont de Brooklyn de Leslie Kaplan, et acteur et adaptateur du texte. Enfin, j'ai vu ça marquer. Non, je n'étais pas adaptateur, j'étais acteur sur le spectacle et assistant. Assistant. Il y a marqué que tu as... D'accord. Récemment, il a joué Mauvaise, dont on a beaucoup parlé, oui. Qu'on a vu de Debbie Trucker, qu'on a vu à Tadjamili. Comment? Debbie Tucker Green. Debbie Tucker, l'anglaise. Tucker Green. Tucker Green. L'anglais me pose problème. Voilà. Qu'on a vu au théâtre de Gennevilliers. Et pareil, bon, c'est un vrai travail sur la langue et le texte. À partir de la langue. Tu as mis en scène des textes d'Eugène Chavitskaya, de Pierre Guyota aussi. Voilà, et donc, ce sont vraiment des textes. Alors, tu dis par exemple, à propos de Chavitskaya, ce que crée la matière même de la langue prend le pas sur le récit. À propos de Pierre Guyota, dans un spectacle qui s'appelle Envie, tu as écrit c'est un livre des voix écrit en versets où la langue française se trouve ressourcée, réveillée, re-rythmée. Voilà, et donc, voilà, on a ce parti pris-là. Je vais essayer d'être court pour donner la place. Ensuite, il y a Samuel Gallet, que vous connaissez, qui, lui, est différent de Sébastien et de Mirabel, puisqu'il a écrit ses textes et tu les mets en scène. Pas tous, mais ouais, voilà, effectivement. Pas tous.
Tu as mis en scène, c'était vraiment le dernier, Ouais. enfin le précédent, puisque le dernier a été mis en scène par le Théâtre de l'Éphémère, on le verra à Avignon. Et puis tes textes ont été aussi joués par d'autres metteurs en scène. Mais tu tiens, d'ailleurs, dans un entretien que je trouve passionnant qu'il y a sur Profession Spectacle, tu dis la seule solution pour un auteur est finalement d'avoir sa propre compagnie. Et donc de travailler ses textes lui-même. Tu nous expliqueras ça. Voilà. Je nuancerai un peu, mais Comment ? je nuancerai un chouïa. Tu l'as écrit. Et mais tu expliqueras pourquoi tu l'as écrit. Alors. Si, j'assume complètement. Voilà, tu l'as écrit. Tu as ici, dans ta présentation, ah oui, tu as écrit Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes dramatiques qu'il porte régulièrement en scène. C'est d'accord. Tout à fait. Voilà. Parfait. Non, mais bon. Voilà, alors. Bon, ben à partir de là, on va commencer peut-être par aussi sur peut-être parler de votre rapport au général au texte. Enfin, comment ça se situe, comment vous choisissez les textes, enfin, quel est ce rapport à ça. Voilà. Pourquoi des textes et ce rapport-là au texte par rapport à la scène. Moi, j'ai pas peur de me lancer, je peux y aller. Donc, oui. Moi, je suis née en 1979, donc j'avais 20 ans dans les années 15-20 ans dans les années 90, et j'ai vraiment subi ce que je raconte maintenant un peu aux étudiants, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était que ce théâtre qu'on voyait dans les années 90, qui était quand même toujours les mêmes œuvres, toujours Hamlet, toujours La Mouette, toujours les classiques, un théâtre très financé, et un répertoire qui, pour moi, tournait un petit peu en rond, quoi, et un théâtre contemporain qui, dans les années 90, en tout cas, moi, m'enthousiasmait pas énormément. Donc, jeune étudiante, m'intéressant évidemment au texte, au théâtre, il est clair que quand j'ai lu Joyce, quand j'ai lu Céline, et quand j'ai lu, je dirais, quand je suis tombée en fait sur tout le corpus surréaliste, du surréalisme, et aussi du théâtre surréaliste, d'un théâtre impossible, je me suis dit, mais il est arrivé une révolution à la langue au début du siècle, dont le théâtre n'a pas forcément pris acte dans son écriture, quoi. Donc j'étais vraiment... j'avais envie de littérature de l'extrême, hein. Donc on a travaillé au début sur des textes de fous, des écrits bruts, on a travaillé sur Breton, et puis ensuite j'ai commencé à monter des manifestes, donc Gertrude Stein, la composition comme explication, on a travaillé sur Kurt Schwitters, le théâtre Merz, hein. Et par ailleurs, je travaillais avec Bernard Sobel. Donc, alors, Sobel, il passait 2 mois à la table en dramaturgie et 10 jours au plateau pour les acteurs. Donc, c'est-à-dire que le travail d'étude du texte, de critique, prenait toute la place. Et les comédiens avaient très peu de temps pour répéter, mais ils étaient tellement chargés de tout travail de traduction qu'on avait fait, de choix, etc. Et Sobel travaillait, lui, sur des dramaturgies allemandes, qui était parfois très difficile à mettre en scène. Je pense notamment à Grabeux, hein, qui est un théâtre impossible, un théâtre de guerre où on voit des gens s'affronter, etc., des masses. Et du coup, il avait une manière de trouver des solutions scéniques pour faire du théâtre avec des récits complètement impossibles. Et surtout, ce qui était frappant, c'est que Bernard ne travaillait pas avec des décorateurs, il travaillait avec des peintres. Donc, les scénographes proposaient une sorte de métaphore unique et un plateau nu, dans lequel on pouvait tout jouer. Bon. Donc, tout ça m'a amené à considérer vraiment le théâtre comme une sorte de laboratoire d'écriture. Voilà, et du coup, j'ai travaillé, je vais laisser la parole à mes collègues après, de toute façon, c'est, j'espère, un échange, mais c'est vrai que j'ai été amenée à travailler sur des écritures très radicales, donc par exemple Christophe Tarkos, si vous connaissez le poète poésie sonore marseillais des années 90, il y avait évidemment un lien entre Gertrude Stein, Tarkos, le travail qu'on a fait après sur Raymond Roussel, ou même le travail plus récent qu'on a fait sur Mallarmé, et finalement, ce qui m'intéresse un peu aujourd'hui, avec chacune de ces écritures, c'est de trouver un rapport scène-salle qui va correspondre à l'expérience littéraire qui nous est proposée. Et du coup, il y a un lien entre le fait qu'on monte des textes non théâtraux et le fait qu'on ne les monte plus forcément dans des théâtres.
Parce que l'espace frontal, par exemple, quand on dit, bon, on va adapter les mémoires de Louise Michel, elle était institutrice, à quel public on a envie de s'adresser? Aux lycéens, aux collégiens, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la commune, donc on va penser une forme qui va se faire dans la salle de classe. Voilà. C'est Raymond Roussel, il est mort, il raconte après sa mort comment il a écrit certains de ses livres. Il est dans un cercueil, c'est une cérémonie funèbre, on est tous autour. Voilà. Donc il y a une manière pour moi, en tout cas, de penser le rapport scène-salle et la scénographie en fonction du processus et de l'écriture. Voilà. Pour commencer en quelques mots sur l'approche que je peux avoir. Intéressant après qu'on revienne sur comment vous travaillez à partir de, je sais pas si sur cette introduction. Bon, j'y vais. Donc moi, en fait, je suis avant tout écrivain, c'est-à-dire que j'ai vraiment commencé principalement à écrire, et quand j'ai commencé à écrire pour le théâtre, pour la scène, comme on voudra l'appeler, ma question était pas du tout de mettre en scène, enfin, pour moi, c'était comment dirais-je, une activité totale, quoi, c'est-à-dire une activité littéraire et qui était destinée effectivement au moment de la représentation. Donc j'ai écrit pas mal de textes qui ont pu être mis en scène par d'autres et parfois avec des expériences très heureuses, mais dans la citation ou parfois très malheureuses, effectivement, mais ça c'est pas très grave. Puis même des fois les expériences malheureuses sont plutôt plus fertiles que les autres, enfin ça c'est pas un souci. Mais il y avait ensuite, j'étais très content d'entendre la lecture de Philippe tout à l'heure, parce que ce moment de l'écriture, ce départ de l'écriture, on ne sait pas encore exactement ce que c'est, vers où on va et comment l'écriture nous apprend finalement ce sur quoi on va finalement aboutir. Enfin, on découvre en écrivant ce qu'on est en train d'écrire. Donc ces blocs de texte, ces intensités de parole, ces blocs de parole, etc. Eh bien, sans anticiper la forme vers laquelle on va, eh bien, cette expérience-là, et c'est pour ça que je disais dans Profession Spectacle que c'était une des seules solutions, c'était de monter sa compagnie. Eh bien, je sais que moi, les textes qui n'étaient pas immédiatement à destination du théâtre, mais qui étaient mes chantiers de base, pour pouvoir vraiment en faire une expérience forte et sans trop vite décider de la forme ou sans trop vite décider de ce que ça allait devenir, il fallait que je m'en empare moi. Et c'est comme ça que l'aventure des Scandars, du collectif Scandars avec lequel je travaille, où aussi il y a tout un travail mêlé avec des musiciens, voilà, cette écriture qui est aussi très, très en dialogue avec la question musicale et sonore. Bah, ça m'a permis en fait de déployer, sans rejeter finalement d'autres aventures qui peuvent se faire avec d'autres gens et puis dans d'autres situations de l'écriture, mais de développer au fond des textes sur lesquels je me permettais de plus trop anticiper leur devenir et de travailler au maximum ce temps-là de jachère, d'expérimentation. Donc pour moi, la seule solution qui a été pour moi le fait de l'auteur contemporain que je suis, l'auteur tout simplement, eh bien ça a été effectivement de faire cette compagnie pour faire des expériences, comme on l'évoquait tout à l'heure avec le rhinocéros hippopotame. Mais, attendez, mais je vais quand même reciter quelque chose que tu as écrit. Non, mais je n'ai pas de problème. Non, que tu as dit autre chose. Tu as dit j'écris surtout des poèmes dramatiques. Voilà, mais c'est peut-être ces deux axes, c'est-à-dire qu'au fond, il y avait aussi des formes comme ça du poème dramatique, c'est-à-dire ce dialogue entre on pourrait dire l'épique, le dramatique, le poème, etc., où j'étais pas satisfait des collaborations, moi ce qui m'intéresse c'est les interlocuteurs en fait, les interlocutrices. Je les avais pas vraiment trouvés à cet endroit-là de l'écriture et à cet endroit-là du rendez-vous théâtral, et c'est donc en m'en emparant moi et avec des musiciens, musiciennes et acteurs, actrices que j'ai pu déployer ça. Donc le poème dramatique, et pour le théâtre, effectivement, ça peut être des choses qui sont que j'écris, que je sais que je ne vais pas travailler moi-même et que je suis très heureux quand on m'en libère presque, ou bien c'est effectivement des collaborations de l'ordre de la commande, qui peuvent aussi être des moments passionnants de déplacement, etc. Donc c'est vrai que j'ai ces deux, il y en a d'autres, mais c'est ce côté un peu binaire de l'écriture sur lequel j'ai insisté. Et toi, Sébastien? Je ne sais pas très bien, parce que moi, enfin, au départ, par exemple, le premier, il y a des rencontres de textes, il y a des textes, des langues qu'on a envie d'entendre, et il y en a d'autres, c'est des rencontres aussi avec des auteurs, comme Frédéric Vossier ou Nicolas Doutet, et donc c'est pas exactement les mêmes chemins, les mêmes rapports. Mais moi, tout bêtement, la première mise en scène que j'ai faite, je savais même pas que j'étais en train de faire une mise en scène. C'était parce que j'étais tombé sur un manuscrit de Savitskaya d'Eugène Savitskaya. Et à l'époque, je bossais avec Régie et
je lisais des trucs, plein de trucs pour lui, enfin plein de textes, il recevait plein de textes, donc lisait les textes, on se partageait les textes, et on discutait des textes, et puis moi, en fait, j'avais beaucoup de mal à lire du théâtre, même à lire, enfin, j'arrivais pas, je trouve ça très très compliqué, et, et d'ailleurs, quand je l'avais rencontré, j'avais demandé comment vous faites pour... Il n'a pas été dit. Sébastien était assistant de Claude Régis pendant... Enfin, assistant, oui. assistant dramaturge, enfin oui, bon, dramaturge, un peu... voilà. Mais quand même, à son contact, on va dire, pendant quelques années. Ouais, et en fait, j'avais posé cette question, c'est comment il faisait pour lire, en fait, qu'est-ce qui se passait pour... Et puis, très bêtement, il m'a dit, mais je sais pas. En fait, il m'a dit, je lis, puis après, je vais dormir. Et puis, en fait c'était vrai. C'était ça qu'il faisait. C'est-à-dire que... Mais en fait, bon, il met du temps après à comprendre. C'est-à-dire que le premier contact avec un texte, c'est souvent... c'est le déclencheur en fait. C'est souvent, enfin, moi je différencie en fait les auteurs avec qui j'ai travaillé. Soit c'est des langues et des mondes, et vraiment quelque chose qui tout d'un coup là c'est quelque chose qui se passe, c'est-à-dire voilà, ça saute au visage, quoi, dès qu'on ouvre un livre, et on ne sait pas pourquoi, et je ne comprends rien. C'est-à-dire, je ne comprends même pas de quoi ça parle, mais il y a quelque chose qui se passe, qu'on entend, et bon, il y a envie de dire, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Et donc le premier projet, voilà, c'était ça, enfin, Savitskaya, et il y avait ce manuscrit de Savitskaya qui était un truc impossible à lire. C'était impossible à lire. En général, aussi, voilà, c'est des langues, c'est des trucs impossibles à lire. C'est-à-dire à lire tout seul, quoi. Et c'était des pages comme ça, là, c'était une polyphonie, et c'était des colonnes de texte comme ça. Il y avait huit voix en même temps, et aucune indication de rien. Et c'était ça pendant je sais pas combien de pages. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'était magnifique. Et j'avais donc proposé à Régis, il dit, mais il faut faire quelque chose, c'est magnifique. Et puis en fait, et puis il m'a dit, bah, t'as qu'à le faire, en fait. Enfin, bon. Et du coup, on avait rencontré l'auteur et tout ça. Et puis moi, je lui ai dit, mais écoutez, moi, si vous êtes d'accord, si un jour j'ai l'opportunité, ça m'intéresserait de tenter quelque chose. Et puis des années plus tard, il y a eu un moment où c'était possible, parce qu'il y avait un projet, enfin j'étais en compagnie, un projet qui s'est arrêté, donc il y a un espace qui s'est libéré au dernier moment, et puis j'ai dit, bah, écoutez, moi j'ai ce truc-là, ça fait des années que je ce texte dans un tiroir, et je veux bien essayer de rencontrer des gens, et puis lire, juste lire, et puis écouter. Et puis voir ce qui se passe. Et puis en fait, voilà, c'est-à-dire que ça a été, bon, voilà, après le déclencheur, mais à chaque fois, je veux dire, ou Guyota, par exemple, c'est pareil, c'est un truc, espèce de, bon, vous disiez progéniture, Guyota, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est impossible à lire, quoi. Et en même temps, il y a quelque chose, on entend quelque chose, quoi. Et donc, se réunir autour d'un texte, et essayer de se frayer un chemin dans un texte, et essayer de l'écouter, d'écouter ce que ça dit. Enfin bon, c'est la première chose, sans savoir ce que ça va donner, ce qui est possible. Enfin bon. Et après, il y a d'autres rencontres qui sont plus des rencontres d'auteurs, et qui sont des dialogues en fait avec les auteurs, et puis à un moment il y a un texte, comme Frédéric Boissier. Oui, voilà, et puis c'est très différent, c'est pas du tout les mêmes, enfin c'est pas le même moi, c'est-à-dire que après, je sais pas faire sans texte, je suis pas écrivain, ça c'est clair, et j'ai besoin de texte, j'ai besoin d'écriture. Et
j'ai besoin de la contrainte de l'écriture, j'ai besoin de lutter contre une écriture, j'ai besoin et que ça se partage à plusieurs, en fait. Parce que c'est un peu, ça peut sembler paradoxal, c'est-à-dire que ce qui t'attire, ce que je viens de travailler, c'est des textes qui ne sont pas évidents, des textes qui résistent à la compréhension, même à la clarté, ou à la... Oui. Pas tous, hein, mais tu as une grande partie de tes textes comme ça. Ça, on pourra en parler. Est-ce que c'est vrai pour toi? En tout cas, pour toi, c'est assez étrange, on peut dire, par rapport au monde de théâtre, disons, convenu, où les règles n'existent pas, il n'y a pas de règles, il n'y a même pas de règles de compréhension. Après, ce que... Oui, vas-y. Après, c'est peut-être une autre question, mais après, j'ai monté une pièce de Kleist, Amphitryon de Kleist. Mais quand même, je me suis aperçu qu'en fait, parce que souvent ça passe par ce que j'appelle le ne pas comprendre, enfin, ne pas comprendre. Puis même pendant le travail, c'est-à-dire qu'après, bon, une fois qu'on a choisi un texte, le travail, je sais pas, je vais passer 1 an, 2 ans à lire le texte tous les jours. Tous les jours, lire le texte, lire, enfin le lire, essayer de comprendre, etc. Enfin bon. Et donc, au début du travail, même j'ai l'impression de savoir, avant qu'on se répète, savoir de quoi ça parle. Et puis très vite, en fait, j'ai rien compris. En fait, on comprend plus rien. Et donc, ça passe par un moment où on comprend absolument plus rien. Et donc, il faut tout reprendre à zéro. Et le fait aussi d'avoir parfois d'être confronté à des auteurs ou des langues comme ça, où effectivement, on a l'impression qu'il faut tout réapprendre, en fait. Il faut aller... il faut réapprendre à parler, il faut réapprendre à marcher, il faut réapprendre à respirer, il faut réapprendre... Et en fait, je pense que c'est pour tous les textes de théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel texte. Je crois qu'en fait, on peut très bien... chaque auteur est complètement différent, chaque langue est complètement différente. Et même si on est logique, c'est que même... même le dispositif, c'est-à-dire que comment cette langue va être adressée, ou dans quel espace, avec quel rapport public, etc. Tout ça, c'est complètement à réinterroger tout le temps. Il n'y a pas de, en fait, si on est logique, on peut pas Nicolas Douté, ça marche pas du tout comme Frédéric Gosset. Ça peut pas être joué dans le même espace, ça peut pas être le même rapport public, ça peut pas être le même. Donc c'est des comment dire, oui, c'est une manière avec les auteurs de vraiment réapprendre, et puis donc à réapprendre ce que c'est que le théâtre, apprendre ce que c'est que le lire. Donc c'est vraiment un truc bizarre. C'est un peu contre les évidences, Mirabel. Oui, non, je réfléchissais parce que je repensais, moi, ma génération, on était vraiment beaucoup sous l'influence Heiner Müller, quoi. Et Heiner Müller, il est rentré lui-même dans les textes pour les réécrire, se dépatouiller dedans, etc. Donc, moi, je sais que c'était un peu ça mon approche initiale. C'était comment on va rentrer dans un texte. Et tu parlais de Kleist. Nous, quand on était très jeunes étudiants en collectif, comme ça, on a monté Robert Guiscard de Kleist. Robert Guiscard, c'est une pièce inachevée de Kleist, sur laquelle il a travaillé toute sa vie, qu'il a brûlée, qu'il a reconstituée de mémoire, et qui s'arrête à un espèce de point limite. Donc c'est une pièce dans laquelle Robert Guiscard, le chef, est observé par ses troupes, l'armée, et il y a une mise en scène comme ça du politique au collectif, avec une espèce de demande qui se formule, et quand Robert Guiscard arrive à la fin, il sort de sa tente, il n'a pas grand-chose à dire, c'est la scène 10, il bégaye, il tombe dans les pommes et la pièce s'arrête. Bon. Et la pièce est très très belle, c'est sa copie un peu Oedipe comme ça, mais elle est totalement inachevée. Bon. Et là, moi je me disais, voilà enfin une pièce qui va être possible de monter parce qu'elle contient un secret. Et ce secret, ce point d'impossible qu'elle nous indique, elle va nous permettre, nous, de rentrer dedans. Et là, on a fait un truc, à l'époque, on pensait qu'on était géniaux, mais maintenant, c'est un petit peu daté. Mais on a mis la table dramaturgique sur le plateau,
Et de manière très brechtienne, on s'interrogeait, on s'arrêtait, on disait mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, et il est où Robert Guiscard, etc. Donc on se mettait à discuter de la pièce étant très complexe, et nous, tout à fait stupides dans nos questions. Donc tout à coup, on se mettait un peu le public dans la poche, comme ça, par notre innocence, machin. Et du coup, on a réussi à rentrer dans la pièce. Et par exemple, on a pris la décision que comme ça parlait de Napoléon, et puis c'était quand même très influencé par la Révolution française qui avait lieu juste avant, on a mis en introduction le discours de Saint-Just à la Convention sur la mise à mort de Louis XVI. Voilà, on avait fait dialoguer Saint-Just et Kleist. Bam, allons-y dans un montage. Et on a fait souvent nos débuts comme ça, des espèces d'enchâssements de pièces, parfois très bizarres. On avait monté L'exception et la règle de Brecht, qui est une demi-pièce, parce qu'elle s'arrête, c'est les deux parties du manteau. Et voilà. Strehler disait, j'ai plus 49 pièces et demie de Brecht, parce qu'il avait monté L'exception et la règle, qu'il considérait comme une demi-pièce. Nous, on avait monté L'exception et la règle, et puis en face, on montait Le masque de la mort rouge d'Edgar Poe. Et on essayait de faire dialoguer comme ça des œuvres. Mais oui, non, je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, parce que moi, ça évoque je veux dire, quand un texte est puissant, le travail qu'on fait dessus n'est pas un éclaircissement, c'est une sorte de descente progressive dans la complexité. Je me souviens, je ne sais plus, avec Sobel, quand on avait travaillé par exemple sur Troilus et Cressida, qui est une pièce très complexe de Shakespeare, on avait l'impression qu'on pouvait y passer des mois et des années, et qu'on allait à chaque fois soulever des thèmes, des correspondances, des motifs. Moi, j'ai beaucoup de mal à finir un spectacle. Je veux dire, il y a aussi dans ce rapport, le texte est un matériau, on va y travailler, il est mystérieux, on va sans cesse... à un moment, il faut se dire, c'est fini, c'est très difficile. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si j'apporte un peu d'eau au moulin de nos discussions, mais c'est ce que Est-ce que pour toi, par exemple, tu as ce même rapport au fond des textes à découvrir quand c'est les tiens, par exemple? Comment tu es dans ça? Cette espèce de mystère du texte à résoudre. En fait, d'une certaine manière, évidemment, c'est pas exactement le même endroit de fait, mais quand même, par exemple, le Vision des Scandales, donc le dernier spectacle de la compagnie, en fait, c'est que le texte, quand par exemple on me passe une commande, ou quand j'écris un texte que je destine, que je sais pas comment dire, il y a des choses comme ça, des aventures, on sait que c'est pas soi qui va... C'est pour un théâtre, ou c'est pour une commande, ou c'est pour un théâtre rêvé, ou c'est pour une collaboration, peu importe. Mais je sais que c'est pas moi qui vais avoir à porter cette affaire-là avec des acteurs. C'est pas moi qui vais devoir résoudre aussi des problématiques d'adresse, de lieu, des problématiques aussi très politiques. Mais quand c'est moi, justement, eh bien, cet endroit, en fait, le texte n'est pas fini du tout quand je commence à les répétitions. C'est-à-dire que Vision des Scandales, en fait, le texte était à peine écrit, quoi. C'est-à-dire, c'est un diptyque. Il y a un premier texte qui s'appelle La bataille des Scandales. Et le deuxième, qui est un texte qui s'appelle Vision des Scandales, et c'est sur toute une problématique sur la question de la ville, du rapport au surréel, à la question politique et sociale, et en même temps sur la manière dont le rêve vient troubler les représentations qu'on peut avoir. Et en fait, je partais dès le départ dans le travail. C'est pas du tout une écriture de plateau. Je fonctionne pas du tout comme ça. Justement. Pas du tout comme ça. C'est pas du tout ce travail. Moi, ça, je ne sais pas faire, et c'est pas du tout mon endroit. Mais par contre, c'est comment, et c'est ça qui m'intéresse, comment je crée une autre situation d'écriture. Et cette autre situation d'écriture, c'est d'être nombreux et nombreuses à rêver la dramaturgie, à rêver la dramaturgie au sens strict, et puis évidemment au sens de qu'est-ce que ça nous évoque, quels sont les textes, les musiques, simplement même de vivre ensemble, parce que c'est une bande, donc on est aussi des amis dans la vie, donc on a aussi des histoires. Et cette petite communauté qui aussi, moi, je trouve qu'il fait aussi l'intérêt du théâtre, eh bien, participe au fond à l'écriture du texte, quand bien même il n'y a que moi qui l'écris. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on lit le texte, on échange, on rêve, une des musiciennes va proposer quelque chose, un acteur va réagir sur la dramaturgie, on discute. Puis après, moi, je reviens chargé de ça. Donc cet approfondissement et ce moment que je trouve, moi, passionnant, effectivement, de manière différente, mais on ne voit plus rien, eh bien, c'est parfois aussi très enthousiasmant de le faire à plusieurs, quoi. Et il se joue dans le travail du plateau. Et il se joue à la table, puis progressivement le travail du plateau. Enfin, nous, quand on a commencé les répétitions au plateau, à la table, et puis ensuite au plateau, le texte n'était pas terminé. Ce Vision, on l'a terminé, je ne sais pas, c'était... c'était un mois avant la première, mais il y avait des choses qui étaient là, mais c'est d'un coup je ne sais pas comment dire, moi j'aime bien aussi écrire en adresse. J'ai l'impression toujours qu'on écrit avec des interlocuteurs qui sont soit des interlocuteurs réels, un metteur en scène, une équipe, etc., soit des spectres, je veux dire, ou ses pairs, ou figures comme ça,
soit effectivement une équipe de gens avec qui on a envie de... Sont les mêmes, On a un cette équipe, désir. c'est des gens Ouais, avec le standard, une c'est les complicité. mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Donc il y a une chose comme ça aussi où les années aussi, il y a comme ça, sans forcément qu'elles soient formulées ou théorisées, mais il y a aussi des problématiques, des tensions, des soucis politiques qui sont communs, quoi, et puis des problématiques esthétiques aussi qu'on a en commun. C'est ça. Et donc c'est une aventure qui peut-être se terminera, qu'il y en aura d'autres, etc. Mais c'est là aussi où moi ça m'intéresse en tant que de devenir metteur en scène à cet endroit-là. C'est aussi d'organiser ce moment où c'est Brecht qui disait, enfin je trouve ça très beau, il pensait dans d'autres têtes et dans sa tête d'autres que lui pensait. Et moi ça c'est une chose qui m'a toujours énormément parlé à l'endroit du travail de mise en scène qui est le mien. Hein. Mais moi j'ai pas, par exemple, pas du tout, je travaille pas du tout sur, enfin évidemment je lis plein de textes, mais je n'ai jamais eu encore l'expérience, peut-être que ça viendra un jour, de m'emparer véritablement d'une écriture qui n'est pas la mienne, quoi. Oui, ça, tu lis énormément. Et le texte, tu modifies l'écriture au cours du travail, ouais. jusqu'à quand, jusqu'à Il y a un moment donné où je rentre quand même dans une chose un peu psychorigide vers la fin, mais c'est jusqu'à tard en fait, vraiment jusqu'à tard. Et puis il y a aussi tout un travail de coupe, de réécriture sur ces aventures-là du poème dramatique, vraiment. Oui, moi je voulais parler un petit peu de ça aussi, c'est-à-dire que prendre un texte non théâtral, c'est avoir le plaisir de le monter, enfin je veux dire le montage, c'est passionnant, quoi. Le réduire une œuvre, on est devant un roman, il faut que ça devienne quelque chose au théâtre, c'est très chouette. Les acteurs qui participent à ça, disent comment ça, tu fais? Alors, comment ça se bah, passe? nous c'est le bordel parce que bon, quand on fait des choses collectives, par exemple on a monté le dernier roman de Jean-Patrick Manchette qui s'appelle Iris, qui est un roman sur le cinéma. Jean-Patrick Manchette, il dit toujours qu'il voulait faire du cinéma, et donc il a écrit des polars pour essayer de les faire adapter au cinéma. Bon, et donc dans son roman Iris, il y a 10 débuts du même roman, hein, qui se terminent pas. Donc, est-ce qu'on les déjà, par exemple, ces 10 versions du début du roman, il a fallu qu'on les date. On s'est dit, mais il y a 10 versions du début, donc laquelle est de 86, laquelle est de... Enfin, il fallait les dater, c'était réparti sur 10 ou 12 ans. Par exemple, dans une version, il était question du mot sida. Ça ne pouvait être qu'à une certaine année qu'il y avait le mot sida. Bon, donc on a mis beaucoup de temps à mettre ces versions, à comprendre, à leur donner un ordre. À partir de ce moment-là, on a compris que la version la plus courte du début, c'était en fait la dernière qu'il avait écrite. Qu'en fait, au début, c'était assez bavard et qu'à la fin, c'était très synthétique. Donc, toute cette exploration, cette archéologie aussi des versions, nous, ça nous a passionnés. Et après, il faut évidemment choisir, monter, couper. Donc, quand c'est un travail collectif, il faut écouter 8 personnes donner son avis, ce qui est très long, surtout si on commence à demander l'avis aussi à tous les techniciens. Après, évidemment, quand c'est un solo, c'est plus facile, oui, parce qu'on n'a qu'un seul interlocuteur, hein, c'est la comédienne, le comédien, avec qui on discute de ce qu'on prend, ce qu'on ne garde pas. Après, nous, Louise Michel, c'était la commune plus les mémoires, il y avait 1200 pages, on est arrivé à 12 pages, donc le travail de réduction, c'est très long, quoi. Voilà, là, on essaye de préparer quelque chose sur le journal de Mireille Havet. Il y a 5 volumes, un 6e à venir, on est sur 2 millions de caractères. Ce journal, il va falloir qu'il devienne, c'est le journal d'une vie, il va falloir que ça devienne un moment d'1h30. Donc, et moi, j'avoue que ce travail de montage me passionne, et que l'idée d'ouvrir une pièce où on m'a déjà montré dans quel ordre le récit allait se faire, aucun intérêt. Par rapport à ça, ce qui vous est sans provocation, vraiment. Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, vous êtes dans des textes qui n'ont, sauf peut-être toi, tu en parleras, je sais pas, qui n'ont pas de prédestination scénique dans le texte, c'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas d'imaginaire de la scène au moment où vous lisez. Il n'y a rien qui anticipe déjà le plateau. Il faut attendre de d'élucider la langue, d'élucider quelque chose. On n'est pas dans un texte qui donne des solutions, ou même des pistes. Si, toi peut-être, je ne sais pas. Alors moi c'est différent parce que comme vraiment, voilà, mon travail de metteur en scène, et c'est vraiment une des parties. C'est-à-dire que je le fais. Je suis un écrivain qui met en scène, je ne sais pas comment dire. Je suis un écrivain qui met en scène son travail, parce qu'à un moment donné, j'ai aussi eu des rencontres qui font que ça m'a intéressé de venir questionner un endroit singulier d'écriture qui était le mien, qui était un devenir, avec une équipe précise, avec des gens précis, puis c'est devenu une aventure. Par ailleurs, il y a aussi, on travaille avec d'autres écrivains, écrivaines sur des formes
d'écriture commune. Enfin, il y a plein de choses qui s'inventent là-dessus. Mais sinon, évidemment, j'écris aussi des textes bien montés avant, que je termine et que je donne. Après, et moi, ça m'intéresse aussi parce qu'il y a, au fond, moi, la question que j'ai aujourd'hui, par exemple, c'est pourquoi, quand il n'y a ni commande d'écriture, pour moi, quand il n'y a pas de projets théâtraux, qu'il n'y a pas non plus d'associations avec des CDN ou des lieux, pourquoi pourtant, alors que tous les possibles sont ouverts pour moi en écriture, eh bien quelque chose revient quand même à l'endroit d'une écriture qui cible la scène. C'est-à-dire pourquoi, alors qu'au fond, rien ne me le demande, en fait, personne n'attend des nouveaux textes. Enfin, et pourtant, dans l'écriture même, c'est-à-dire dans le travail de la langue et de l'écriture, il y a ce champ de force qui va vers une écriture dramatique, en fait. En tout cas, une écriture qui ne sera pas forcément repérée comme telle. Je veux dire, même si j'en fais aussi, je veux dire, des situations, des dialogues, et j'ai un grand plaisir de ça. Le dernier est totalement là-dessus. Et on évoquait la question du genre. Moi, ça me passionne aussi d'écrire du théâtre immédiatement repérable comme tel, c'est-à-dire avec la question du genre qu'évoquait tout à l'heure Lancelot et Julien. Mais pourtant, parce que j'ai l'impression qu'aussi se joue évidemment la question du récit, qui est pour moi une chose qui m'intéresse, la question de la fiction, mais aussi la question qu'on évoquait aussi tout à l'heure sur la question de la langue, quoi. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'écriture dramatique du temps présent, c'est qu'il y a une économie, on sait que ça va durer un temps très court, et donc ça me force à venir aller à l'os d'une langue et à chercher, en fait, simplement, presque dans une pratique d'écrivain, en oubliant le théâtre, ça me force à venir travailler des intensités, quoi. Des intensités verbales, langagières, de situations de parole que je viens résoudre ensuite par la question fictionnelle. Ça, c'est mes affaires. Mais vraiment, en tant qu'écrivain de matière, texte, je sais pas comment dire, la forme dramatique dans sa brièveté, où on peut dire qu'il y a des pièces de 15 heures, c'est pas la question, mais en tout cas, il y a toujours, que ce soit 15 heures ou 2, finalement, les problématiques restent les mêmes. C'est-à-dire que la flèche du temps est lancée. Ça vient muscler, je ne sais pas comment dire, mon rapport à la littérature. Quoi. Toi, ton travail, c'est la matière langagière. Ouais, moi, mon travail, c'est ça. Et la fiction vient pour donner une densité à ça. La fiction, après, vient parce qu'elle arrive presque dans un second temps. Ouais. Et en tout cas, je me suis toujours dit, bah là, tiens, j'écris, donc comme tous les jours, j'écris. Ça pourrait devenir un roman, ça pourrait devenir autre chose. Ouais. Et je sais qu'il y a quand même un moment donné où ce dialogue avec l'instant présent de l'assemblée théâtrale me permet, dans l'écriture, de venir acérer, je ne sais pas comment dire, intensifier quelque chose dans mon travail. On est vraiment à l'envers de ce qu'on pense de façon convenue sur l'écriture théâtre, qu'on entend de Philippe tout à l'heure aussi, il est dans ce processus-là, c'est-à-dire le travail de la langue qui va se constituer, s'explorer, et puis après peut-être une forme, là, tu l'as dit Philippe, je ne sais pas si tu es là encore, voilà, la forme viendra plus tard et le genre, on ne sait pas. Tout sera, voilà, on est dans les... Mais alors, comment se constitue alors, comment surgit dans ce travail de textes qui sont mystérieux, à ouvrir, à casser, à chercher, comment se constitue petit à petit la possibilité de la scène? Et du coup, ça a des formes de résolution. C'est un spectacle, il faut finir et achever. Comment vous travaillez? Comment ça se passe? Beaucoup de tables, d'abord. Ah oui, comment ça se passe concrètement? Oui, moi c'est... je dis ça parce qu'aujourd'hui, le travail à la table est un peu déconsidéré. Oui, mais enfin, moi, Vossier dit que je suis textocentriste. Textocentriste. Enfin, j'ai vraiment... Hein? C'est paradoxal de la part de ouais, mais c'est-à-dire que c'est la contrainte du texte, en fait. Enfin, pour moi, c'est très important. Et par exemple, moi, j'ai beaucoup de mal alors je l'ai fait pour certains, adapter, couper. Bon, Kleist, évidemment, c'est impossible. Sinon, ça dure 5 heures. Il faut des armées. Enfin, c'est impossible. Donc, mais par contre, moi, j'associerais ça plus à de la traduction, en fait. Il faut toujours traduire. On traduit. Un texte français, il faut le traduire aussi. Il faut le traduire en français. Enfin, on fait de la traduction, en fait. On fait de la traduction, et puis le spectateur aussi, il va traduire. Donc, je veux dire que textocentriste, ça veut dire quoi? Ça veut dire être fidèle au texte.
très fidèle au texte. Ça veut dire quoi, fidèle au texte? C'est fidèle à la partition. La partition du texte est pour moi très importante. La partition. C'est-à-dire, je ne vais pas changer ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est écrit, telle phrase est écrite comme ça, il y a tel mot, etc. On va passer, je ne sais pas combien de temps à se casser la tête pour essayer de comprendre, Et puis, l'avantage de travailler avec des auteurs vivants, c'est qu'on peut les faire chier, on peut leur poser des questions, même s'ils ne comprennent pas, ils ne savent plus. Bon, voilà, parce que Frédéric Dossier, si vous lui demandez ce qu'il a écrit, il ne sait pas. Il ne sait pas du tout, il sait pas. Donc, il faut pas. Mais si on ne le lâche pas, on rentre dans un dialogue et on peut faire du coup des allers-retours entre le plateau et le temps de l'écriture, en fait. Et moi, mon souci, c'est plutôt tout le temps, justement, éclaircir, c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre, c'est pas comprendre le sens de ce qui est écrit, en général on comprend, mais c'est qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, qu'est-ce qu'il y a, et donc ça demande du temps, ça se cherche à plusieurs, et parfois ça passe par un truc très bizarre qui est que même si on est très fidèle au texte, parfois on trahit le texte. On est amené à trouver comment, s'il se passe ça, si c'est ça en fait, ce qui se passe à tel moment, comment on fait comment on fait pour que pour le spectateur, ça soit ça qui se passe, et que ce soit concret pour lui. Parce que de toute façon, c'est le spectateur qui fait le spectacle. C'est le spectateur qui c'est pour ça que je pense que quand tu dis le fait d'écrire pour ce lieu et ce temps-là, il y a quelque chose qui fait que de toute manière, cette chose-là va nous échapper complètement. Parce que c'est le spectateur qui va créer le sens. C'est le spectateur il va se passer quelque chose et effectivement ça sera mais au point de départ, le texte n'est pas un problème, c'est le problème à résoudre mais qui est donné, c'est-à-dire que le travail à la scène, ça sera la résolution, une forme de défi à résoudre, et non pas le texte n'est pas un problème. Enfin, il est problème à résoudre, mais il n'est pas problème à... Le texte est là, et il faut le... Oui. Et il faut trouver comment le donner, mais en sachant que aussi qu'il y a que dès le départ il y a la place du spectateur, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a la place de quelqu'un. En fait, c'est quand même, c'est bêtement le théâtre. Moi, souvent, ça fait penser à vraiment, comme quand on prépare à manger, on prépare quelque chose pour des gens qui vont venir et on ne sait pas si ça va être bon ou pas bon, ou imbuvable, quoi. Donc, mais de toute manière, la destination, c'est ça. C'est parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va être là, et c'est pour qu'il y ait cette rencontre-là. Sinon, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucune force, en fait. C'est-à-dire que, à la limite, il vaut mieux juste lire soi-même tout seul, en fait. C'est-à-dire la chose la plus libre, la plus forte, c'est quand même la situation du lecteur tout seul face à un livre qui est complètement libre de lire le livre comme il veut, et avec son imaginaire, et de traduire, et à partir de ce qui vit, quoi, de ce qu'il est. Donc la place de la personne des personnes qui va recevoir, elle est hyper importante dès le départ. Et je pense souvent dans les textes, ce qui fait la différence, c'était les textes, certains textes, c'est qu'il y a ça. L'auteur, les auteurs, les autrices pensent à ça. Il y a ça. Et donc parfois trahir un texte, c'est trahir, je ne sais pas comment dire, c'est plutôt trahir la forme du texte. C'est pour pouvoir arriver à ce que ça soit. Moi je dis tout le temps, il faut que ce soit concret. Je comprends pas, il faut que je ne fasse pas concret. Je comprends rien. Et donc parfois, par exemple, ça demande par exemple, je dis un texte je pense à une pièce de Nicolas Doutet. Et ben en fait, c'est plus concret de distribuer, de dire il y a un rôle, il y a seulement deux personnages, deux rôles, un homme, une femme, et puis finalement, mais
je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qu'il raconte, lui. Ça n'est pas concret. On ne comprend pas, c'est chiant. Donc, comment on fait pour que ce soit concret? Et en fait, on s'aperçoit que à partir du moment où il y a deux comédiennes qui jouent, il se passe quelque chose qui casse quelque chose et qui fait que tout d'un coup, ce qui est raconté, on comprend. Enfin, on comprend. C'est-à-dire que la situation réelle du plateau devient le fait éclairci ce qui se passe pour un des personnages qui a un trouble en fait, parce qu'il reconnaît pas. Enfin voilà. Donc et donc parfois c'est comment dire, ce que j'appelle une espèce comment traduire en fait, comment traduire, et parfois en passant par des trucs on n'avait pas prévu, mais pour ça le théâtre est un peu implacable en fait. C'est-à-dire que si c'est pas concret, c'est très chiant. Ou alors c'est juste de la parole, enfin de la musique, quoi, de la musicalité. Mais moi, chez moi, ça part souvent d'un point A pour aller à un point B. C'est-à-dire que je vais essayer de mettre en place une forme qui va être très ouverte, très facile, très généreuse, très inclusive, qui va même parfois aller à la rencontre du spectateur, aller le chercher. Puis une fois qu'on l'a ferré, on va le faire rentrer dans le laboratoire de l'écriture du poète. Et là, on va essayer de l'amener à l'endroit le plus difficile avec nous. Donc, par exemple, je vais donner un exemple concret. Quand on bosse sur Mallarmé, on fait un pique-nique dans les parcs. Voilà, donc on propose un spectacle d'été qui se joue pique-nique. Donc, moi, je suis là avec ma robe, je suis habillée en Mallarmé, on est bien costumés, les gens nous voient... Donc, ils viennent au pique-nique, ils se laissent un peu faire. Au début, c'est facile. On lit les petites enveloppes de Mallarmé, ces petits poèmes pour la poste, les lettres de la poste. Bon. Et puis, on va commencer à passer avec des extraits de la correspondance où il parle de lui, où là, les gens commencent à se dire « Oui, je comprends les problèmes de Mallarmé. Hein. » Et puis là, on va se lever, puis tout à coup, on va les emmener en promenade. En l'occurrence, c'est un spectacle qu'on a fait, ils sont sous casque, les spectateurs, donc à la fois ils se promènent, mais en même temps, ils ont vraiment le poème dans l'oreille. Et puis, on va aller comme ça jusqu'au poème en X. On va avec à la fois, on va passer des poèmes où Mallarmé essaye de faire ce qu'il fait, à des textes où il explique ce qu'il essaye de faire. Et puis, on va amener les gens comme ça, et même le petit garçon de 7 ans, il va nous suivre jusqu'au bout, jusqu'au poème en X. Et disons que le montage qu'on va essayer de faire doit permettre à n'importe quel spectateur de comprendre et d'essayer de rentrer dans la complexité de l'écriture et donc aussi sa densité, quoi. Moi, j'aime bien quand ça résiste. Raymond Roussel, c'est pareil. On prend des extraits qui sont au début assez faciles et puis on va vraiment sur un moment, il est dans son fauteuil, comme ça, il s'enfonce. Et puis là, on est vraiment sur c'est presque inintelligible et en même temps, les gens continuent à écouter. Et on les amène au bout de ce que c'est qu'une écriture lyrique. Donc moi, j'aime bien commencer de manière toujours un peu brechtienne, facile et inclusive, et ensuite réussir dans la forme que j'invente ou qu'on invente, à amener les gens à une espèce de point de concentration et qui peut souvent prendre la forme d'un effet technique. C'est-à-dire, il va y avoir un moment... Valérie Solanas, c'est une conférence, et puis à un moment, il y a un effet d'électricité statique, et elle va devenir autre chose que ce qui se présentait au début comme un simple échange. Donc, la scéno va me permettre, de manière un peu frauduleuse, à un moment, de créer une forme d'intensité, qui est celle en général du poème. Voilà, donc, c'est juste sur ça, c'est plus la cuisine, en gros, du dispositif. Ce point de départ, ça me parle beaucoup, c'est que moi j'ai toujours un peu l'impression que je vais écrire, quand je termine une pièce, que je recommence un nouveau texte, que je vais écrire quelque chose de différent. Alors c'est différent, et en même temps, on écrit toute sa vie un peu le même texte, avec quelque chose comme ça, un peu à la fois de passionnant et désespérant. Mais une des choses qui est toujours sur le point de départ, et sur la question du présent, moi ça, de manière, là je le conscientise un peu, parce que j'ai quand même un peu de kilomètres derrière, mais c'est le... Point de départ, c'est toujours une situation hyper plate où des êtres sont dans des situations un peu bloquées. Donc, par exemple, dans Issus, ça a pu être la prison, l'incarcération. Dans Vision des Scandars, c'est une piscine municipale, donc une sorte de chose une sorte d'image de notre époque où les perspectives sont fermées. On est dans un monde unidimensionnel et clos. Et tout le travail ensuite de la dramaturgie, ça va être de voir, comment progressivement quelque chose se met à éclater et de tenter de rendre des identités multiples aux êtres que je mets en jeu,
donc voilà, d'une situation complètement bloquée, d'un coup, comment quelque chose s'ouvre, se révèle. Alors ça peut être par le rêve, ça peut être par la violence, ça peut être par le délire, ça peut être par la situation par un coma dans la pièce de Vision. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est, bon, il y a cette fameuse phrase très connue de Rimbaud, mais à chaque être d'autres vies me semblait dû. Donc c'est comment essayer de retrouver dans une période du monde où on a l'impression que tout est clos, les êtres sont définitivement réduits à un peu leur statut d'animaux pour la mort, unidimensionnels. Comment on essaie de réouvrir des temps, comment on essaie de réouvrir des identités multiples, diverses, les êtres qu'on n'est pas, mais qu'on aurait pu vouloir être, ou que l'on est sans que les autres le sachent, enfin les identités multiples. Et donc là, la dramaturgie se met comme ça à partir dans ces possibles-là, de travailler sur ces possibles-là. Et effectivement, ensuite, le travail plus concret du plateau, peut-être, sur le rapport au présent, comme ça commence, enfin, par rapport à ce que tu nommais, ce point de départ, c'est la question épique, enfin, c'est le récit que l'on vient raconter. Nous, on chope les spectateurs un peu comme ça, en tout cas dans ces deux textes. On vient leur raconter quelque chose, et puis d'un coup, progressivement, on rentre dans la fiction, et là, ça bascule. Et effectivement, textes, c'est clair. Tout le travail est dans cet enjeu-là de comment, effectivement, cette bascule-là et cette simultanée, enfin, ces multiplicités qu'on peut être, nous sommes, en disant cela, ça peut être aussi avec le cauchemar et l'horreur, hein, eh bien, on essaie de les rendre perceptibles dans le travail de la mise en scène, voilà. Notamment beaucoup du son. C'est aussi beaucoup par là que ça passe. Non, moi, ce qui me frappe à vous écouter, c'est que on est dans une démarche qui peut sembler pas la plus évidente, c'est-à-dire on prend la complexité d'un texte, voire même plus, que parfois son mystère, ces choses non comprises, et cette chose est une donnée finalement. Et après, il y a une démarche qui vise un peu visible, enfin si je comprends, hein, à partir de quelque chose de plus simple, et d'aller vers la complexité du texte, c'est-à-dire de revenir vers sa complexité, revenir vers ce qu'il est, et jamais de faire l'inverse. Je me trompe? Tu peux répéter, j'ai pas... Je disais, j'ai l'impression, ce que vous dites ensemble, c'est que le texte, vous partez de la complexité d'un texte, voir sa difficulté, et il ne s'agit pas de la gommer, il s'agit de ramener le voyage à cette complexité qui t'a passé par des voies de simplification et de ramener du public. Ce qui est des choses qui ne sont pas les plus habituelles. C'est pas vraiment de simplification, c'est d'éclaircir. Oui, éclaircir, ouais. Et d'essayer d'être le plus simple possible, quoi. Enfin, c'est-à-dire mais effectivement, surtout pas expliquer ou surtout pas résoudre ou chercher. C'est pas ça du tout. C'est vraiment éclaircir, faire passer. Et pour faire passer, il faut arriver à un certain éclaircissement, une certaine simplicité. Et pour que les autres en face puissent le recevoir. Et parfois, mais ça veut dire que même, je veux dire, c'est pas forcément, c'est-à-dire on peut être en dialogue avec un texte aussi, en dialogue, c'est-à-dire être travailler, comment dire, se cogner un texte avec qui on n'est pas d'accord, par exemple. Donc comment on fait si en même temps on transforme pas, l'idée c'est pas de lui faire dire ce qu'il ne dit pas, mais comment on fait pour faire apparaître autre chose, ou comment on fait pour que tout en respectant, tout en faisant vraiment je pense par exemple à un texte qu'on avait monté, Mannequin de Vossier, et il y avait c'était à un moment dans le travail, on était complètement découragés, complètement, c'était insupportable, on ne supportait plus le texte. Moi, je ne pouvais plus de ce texte. Et on ne pouvait plus de là où l'endroit où nous mettait à chaque fois le texte, dans un endroit complètement asphyxiant, déshumanisé, un truc très. Et en fait, l'idée c'était comment faire pour
pour ne pas coller à cette chose-là, pour ne pas comment dégager sans chercher à être ironique par rapport au texte, c'est pas du tout le propos, mais comment faire pour trouver des échappées en fait. Et en fait, il y en a dans le texte, mais le texte mettait en marche une espèce de vraiment de machine. Enfin, il y avait un discours comme ça très qui était surtout tenu. La parole était essentiellement tenue par un des personnages, quoi, qui avait vraiment une espèce de rouleau compresseur absolument insupportable, quoi. Enfin, un désherbant total avec tous les clichés de violence, de sexisme, de racisme. Enfin, c'était et puis d'autres qui étaient beaucoup plus silencieux, qui étaient beaucoup plus. Mais il se passait des choses. Et en fait, en fait, tout le travail, c'était de vraiment. Dès qu'il y avait quelque chose où il y avait un endroit un petit peu trouble, un endroit qui on sentait que ça résistait, il y a quelque chose il y avait une fenêtre qui avait été ouverte quelque part, on s'engouffrait dedans tout en même temps, on avait besoin de cette espèce de bulldozer de l'écriture qu'il fallait absolument qu'il soit là puissamment et du coup c'était comment dire une lecture, c'est une manière de lire le texte. On n'a pas forcément à être en accord avec le texte qu'on monte. On n'est pas. L'éclaircissement. Et je ne sais pas si ça répond. J'aimerais bien, oui, sur cette question-là, non. Après, on parlera des questions. Ouais. Moi, il y a une pièce que j'aimerais monter depuis très longtemps, mais que j'arrive pas à monter parce qu'il faudrait que je développe un discours pour réussir à convaincre le programmateur. C'est-à-dire que si le matériau est trop difficile, il faut bien convaincre la personne en face. Donc, moi, j'aimerais monter une pièce qui s'appelle S'il vous plaît, d'André Breton et Philippe Soupeau, qui figure dans Les Champs magnétiques, qui est une pièce en 4 actes, qui est la première pièce sans objet et sans sujet. Il n'y a pas de sujet, il y a 4 actes, mais qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Le dernier acte, normalement, c'était le suicide des auteurs en scène. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Et dans le premier acte de cette très belle pièce, l'inspecteur L'Étoile mène une enquête sans objet. Comme l'est cette pièce, qui est une pièce sans objet. C'est l'effort que font Breton et Soupeau. Bon, c'est une pièce impossible, très courte, très difficile à faire. Le programmateur de base, il ne veut pas le faire. Bon. Donc moi, pourtant, pour tous les gens qui connaissent le théâtre surréaliste, c'est un texte qui est capital. Bon. Donc il faut réussir à trouver une dramaturgie, un discours et une communication pour réussir à convaincre aussi nos partenaires d'aller dans des objets impossibles. Voilà. Donc il y en a certains sur lesquels on peut y arriver. Et puis d'autres sur lesquels, tant que j'aurai pas une dramaturgie assez musclée que j'arriverai pas à convaincre, on me dira bah ça c'est pas possible, ça ne tient pas. Mais ça pourrait tenir pour peu qu'on essaye. Voilà. Juste par rapport à ça, parce que tu nommais la simplification et j'ai eu un geste un peu peut-être putassier, c'est-à-dire de faire venir les gens, mais je partage complètement. Je trouve ça hyper juste. C'est-à-dire que la question, c'est pas tant de simplifier que de rendre partageables des représentations complexes du monde actuel, quoi. C'est-à-dire on est tellement abreuvé de clichés justement, de représentations, enfin voilà, de langues mortes ou de langues désherbantes, enfin que je trouve que la question, elle est comment on rend comment le théâtre, c'est aussi rendre partageable des complexités, quoi. Et là-dessus, c'est ça l'enjeu. C'est pas tant simplifier le propos ou simplifier les langues. Que d'inventer une dramaturgie suffisamment puissante pour que des choses très complexes et déjà pour soi, parce que moi les textes en l'occurrence ils sont même pas là, ils sont en train d'être écrits, donc c'est comment découvrir aussi, on est toujours un peu étranger à ce qu'on produit, on se découvre un peu quand même autre, c'est de la palissade mais c'est vrai, et donc comment ça on le rend partageable, cette aventure. Bon, je crois qu'on m'a fait signe que Lancelot, le théâtre est entré par derrière. Avec Sidonie, et donc est-ce que, je sais pas, des questions? Oui, s'il vous plaît. J'en aurai deux. La première, c'est pour revenir à ce qui avait été dit à la table précédente. J'avais entendu qu'il n'y avait pas de théâtre sans texte. Je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Ça semble être une affirmation, enfin, pour moi, assez audacieuse. Et ensuite, je suis très, très content par ailleurs de vous entendre parler de votre appétit de textes difficiles, ambitieux, avec un vrai lien avec l'avant-garde. Personnellement, je suis auteur pour une compagnie, moi aussi. Je voulais vous demander pourquoi, moi par exemple, quand j'envoie mes textes à beaucoup d'institutions,
alors après c'est peut-être avec ce que vous venez d'expliquer, madame, on me dit à chaque fois que ce n'est pas du théâtre, justement. Et je m'étonnais de cet appétit de texte différent, d'un côté, dont on a parlé sans cesse des textes hors cadre, hors limite, et de l'autre, après c'est ce que vous venez d'expliquer, cette difficulté à les amener dans des institutions, dans des programmations qui m'amènent moi aussi à les monter moi-même avec ma compagnie à Bruxelles. Je me permets juste la première question. Moi, je pense qu'il y a du théâtre sans texte. Enfin, c'est pas du tout mon propos. Enfin, je pense d'ailleurs c'est pas ce qui a été exactement dit. En tout cas, c'est pas ce que j'ai compris à la table ronde précédente. Donc, je pense qu'effectivement, moi, en tout cas, dans la pratique, je suis aussi texto-centré, évidemment. Mais je crois vraiment qu'on peut faire d'autres formes de théâtre, ou en tout cas, le texte n'est pas le dialogue, l'interlocuteur principal. Sur cette question j'ai l'impression que c'est infini, ça, parce qu'en fait c'est plusieurs questions en une. Moi je sais que j'ai écrit des textes qui sont immédiatement repérables comme du théâtre. Je veux dire, on lit, on voit didascalie, personnage, et on me disait c'est trop du théâtre ça quand même. C'est pas un peu ringard. Et puis par contre des textes qui étaient des formes de poèmes dramatiques, beaucoup plus effectivement oratoriaux, et là on me disait mais ça c'est pas du théâtre. Et en fait c'est juste les rencontres. Les textes ont ensuite leurs histoires propres, je crois. Et peuvent rencontrer des gens au fond assez différents, des équipes assez différentes et des aventures artistiques assez différentes. Sur la question de l'institution, ça c'est un autre et vaste sujet qui est complexe aussi. C'est qui lit, comment on peut lire des textes en dehors de tout projet de représentation, c'est-à-dire se dire qu'aussi il y a une littérature qui s'écrit aujourd'hui et qui est que l'on peut lire comme telle, et donc comment les théâtres peuvent être aussi des lieux de ressources, des labos, des vrais labos en tout cas, où c'est la question de la littérature, c'est la question du théâtre, c'est la question de l'art qui est mis en avant et pas des questions de production. Ça, c'est des questions, à mon avis, qui sont très larges, quoi. Enfin, sur lesquelles j'ai l'impression qu'il faudrait faire une autre table ronde. Oui, mais au moins, ce qui est dit là, tout à l'heure, ce que ça provoque. Ouais. C'est les conditions de programmation qui rétroagissent sur la production et sur la création. Ouais. C'est sûr que là, en tout cas, moi, j'ai le sentiment, effectivement, une des difficultés, mais est-ce que c'est pas une tension avec laquelle on dialogue toujours, c'est comment on affirme un geste singulier dans des attentes qui sont parfois, comment dirais-je, qui unidimensionnalise le truc, qui déjà parle en termes de thématique, parle en termes de résultats, de succès aussi beaucoup. C'est des questions. Ce qui est intéressant, on n'a pas entendu parler de la question des thématiques. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas la thématique qui est l'entrée dans les textes, c'est la langue. Et s'il y a une thématique, elle aura une autre question peut-être, rapidement. Oui, une question, une remarque sur ce que vous dites sur le texte, rapport un peu herméneutique de rencontre avec un texte, non pas pour l'éclairer, mais pour plonger dans son obscurité et y faire entrer le spectateur, me fait penser à des questions aujourd'hui du rapport à la psychiatrie, qui est un des endroits les plus cruciaux et les plus menacés de notre société, voire de notre civilisation. Et pour moi, c'est vrai que je me dis, tiens, en vous écoutant, le texte, un corps, c'est un visage. Hein, on parle de personnes morales avec les associations, c'est une sorte de personne. Hein, et ce que vous dites, d'accueillir ces textes-là sans chercher à les éclairer, ou même les textes désagréables, comme ceux que au sens puissant du terme. Hein. Bon, okay. Je crois pardon d'interrompre, mais à suivre, oui. À merci suivre. Vraiment beaucoup. Merci, c'était cool.